Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ces personnes qui applaudissent en face du commissariat de police à Nouméa. Ils souhaitent rendre hommage au travail des policiers qui ont enquêté sur l'affaire Mathilde Molina, cette jeune fille tuée par un chauffard sur l'Ansvata. 2 jeunes ont été arrêtés et écroués. 8 heures après les premiers glissements à Wawilou, les recherches continuent pour retrouver 3 personnes toujours portées disparues. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial qui fera le point de cette nouvelle journée. Wawilou qui vit un drame et les premières questions des habitants sur la responsabilité de cet événement commencent à se faire entendre. Les mines, les incendies, le barrage, toutes les explications ce soir. Et puis, suite de notre feuilleton sur le développement de la filière bois local, projet porté par la province Nord. Reportage ce soir sur les impacts en termes d'emploi de ce projet. Plus de 48 heures après les glissements de terrain à Wawilou, on recherche toujours 3 personnes. Les opérations se poursuivent à Gouinru et à Wakaya avec toujours l'aide des habitants, de la sécurité civile, des militaires et des équipes médicales. Le bilan provisoire est de 5 personnes tuées, 3 disparues et 10 blessés. Nous allons retrouver notre envoyé spécial Anissa Toussi sur place. Mais avant, je vous propose de regarder cet extrait. On y voit la sœur de l'une des victimes témoigner auprès d'une sapeur-pompier pour l'aider dans ses recherches. Il était là, lui. Je dis, puis quand le courant est venu, il a porté ma main. C'est pour ça que lui, il a atterri en bas au pied de India Pamplemousse. Oui. Avec l'eau. Je dis, c'est qu'Instant, il était là. Comme l'eau, il vient comme ça. Il va prendre la direction à Manon aussi. Un extrait filmé par notre envoyé spécial Anissa Toussi. Anissa, bonsoir. Bonsoir Falaï. Alors comment s'est déroulées les recherches aujourd'hui à la tribu de Gouinru? Bien, aujourd'hui dans la tribu de Gouinru, les recherches se sont poursuivies dès ce matin à 7 h. Et la sécurité civile a mené des opérations plus en surface ce matin. Et dans l'après-midi, ils ont creusé plus en profondeur grâce à une pelle hydraulique. Et dans l'après-midi, ils avaient toujours trouvé aucune des 2 personnes portées disparues. Et j'ai aussi vu que les gens aujourd'hui, ils étaient pas comme hier où ils étaient plus investis dans les recherches. Aujourd'hui, on sentait beaucoup la fatigue sur leur visage. Ils étaient plus spectateurs de ce qui se passait, de la pelle qui grattait et de la sécurité civile qui faisait des recherches avec l'armée. Mais ils sont toujours là, les gens, et en particulier les jeunes. On peut dire aussi que ces recherches mettent du temps. On peut dire aussi que ces recherches mettent du temps parce qu'il y a beaucoup d'endroits à fouiller. L'espace, il est tellement grand, il y a beaucoup de boue, il y a beaucoup de débris partout. Et les pompiers aussi ne savent pas vraiment où chercher. C'est pour ça comme dans l'extrait qui est passé juste avant, on peut voir la dame de la famille qui fait le plan un peu pour que les pompiers puissent se repérer dans les lieux. Et également depuis ce matin, les mamans des tribus du bord de mer, de Nembe et de Paraouia, font la cuisine pour les gens qui se trouvent à Gouinru qui sont en train de faire des recherches. Et ce sont les jeunes de Gouinru qui sont chargés d'aller chercher les marmites là-bas au bord de mer pour les ramener. Et j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec un des jeunes qui s'avère être le cousin des 2 personnes portées disparues. Et il m'a confié que l'un de ses plus grands souhaits était de retrouver ses cousins, car il souhaite qu'il les retrouve et que lui et sa famille puissent faire leur deuil. Et il m'a aussi affirmé qu'il était découragé par rapport au délimitage des grenades, car les fouilles ne peuvent pas s'effectuer à ces endroits-là. Et donc lui, il pense que ces 2 cousins sont susceptibles de se trouver là. Et côté solidarité, plus bas dans le village, en face de la mairie, dans la salle Paul Nidja, les employés municipaux ont mis en place un point de collecte de dons. Donc ils reçoivent tous les dons du pays qui sont apportés par les associations ou par des particuliers. Et les gens peuvent aller là pour récupérer des dons. Les sinistrés surtout peuvent aller là pour récupérer les dons des gens. Et
En bas, dans cette salle-là, ils s'organisent en faisant des packs. Ils font des packs dans lesquels ils mettent des produits alimentaires et des produits de première nécessité, comme les bougies, l'eau, les anti-moustiques, les savons. Et ils font concernant les vêtements, les sinistrés ils peuvent venir se servir eux-mêmes en choisissant des vêtements pour eux, pour leurs enfants. Mais il y a un quota à respecter. Il faut que par famille, une personne prenne... pour un membre de la famille, il faut au moins 1 ou 2 vêtements, pas plus, parce qu'il y a encore d'autres... Ils ont beaucoup de sinistrés ici. Et voilà, depuis hier, donc les sinistrés de Wailou peuvent venir y récupérer de la nourriture, des habits, des matelas. Et ils sont très contents d'avoir des dons, de recevoir des dons, et l'appel aux dons est toujours lancé à Wailou. Merci Anissa. Donc la priorité reste les recherches et l'aide à la population, mais déjà certains habitants se posent des questions sur la responsabilité de ce drame. Regardez, c'est une interview d'Adrien Gourou, habitant de la tribu de Gouinru. Et surtout l'écoulement des anciens minerais avant et tout ça, quoi. Tout ça, ça fait vraiment un gros paquet. Puis voilà, c'est ça qui a fait le débordement de la rivière. Hein. Et vous pouvez parler de ce barrage ce barrage, je ne veux pas dire vraiment grand-chose, mais voilà, je crois que le barrage, normalement, quand elle est vraiment pleine, automatiquement, elle s'ouvre tout seul. Mais voilà, avec la lâchée d'eau et surtout les curation des rivières et tout ça, hein. Je veux dire, les criques, ça fait vraiment, ça peut rien de l'arrêt, quoi. Et voilà, surtout éviter de bouler les montagnes, comme on dit, quoi. Hein. Bouler les montagnes, reboiser et tout ça, quoi. Et c'est ça qui fera peut-être aussi rétablir aussi les rochers. Hein. Et quand on dit de ne pas aller toucher les rochers, il ne faut pas aller toucher les rochers. Donc vous l'avez entendu, il se pose la responsabilité du barrage d'Enercal, des mines orphelines et des feux de forêt. Nous avons voulu en savoir plus en traitant chaque cas. Je vous propose de commencer par les mines dites orphelines, un terme incorrect pour les 2 tribus sinistrées situées en contrebas de 2 exploitations minières. Explication avec Natacha Ogui. Une mine orpheline est une mine à laquelle n'est plus associé de titre minier. Elle n'a donc plus de propriétaire et est laissée à l'abandon. À ne pas confondre avec une mine affermée, c'est-à-dire une mine qui dispose d'un propriétaire mais qui est inactive. Dans le pays, ces mines orphelines sont très peu nombreuses, moins d'une dizaine, et aucune cartographie n'existe. Ici se trouve la tribu de Gouareux et plus au fond la tribu de Wakaya. Elles ont été touchées par les éboulements meurtriers de ce mercredi 22 novembre. On constate sur cette carte de la Dimenc que Gouareux se trouve au pied d'une concession minière appartenant à la SMSP. Wakaya, elle, se situe au pied d'une exploitation minière appartenant à la SLN. Ces sites sont situés sur un plateau latérique actuellement inexploité. Sur place, il est difficile de déterminer d'où proviennent exactement les éboulements. Seul le rapport d'analyse de la Dimenc pourra soit incriminer les exploitants miniers ou bien dire si la responsabilité est d'ordre naturel. Donc une question se pose alors sur l'entretien de ces mines. Qui en est responsable? Aujourd'hui, il existe un cadre juridique. On parle de délibération 104 pour les communes et de fonds nickel pour le pays. De quoi s'agit-il et à quoi ça sert? Clémence Losseran. Au pays, le fonds nickel est aujourd'hui le dispositif permettant d'intervenir sur les questions minières. Il a 2 objectifs. Tout d'abord, garantir la bonne santé du secteur minier et le soutenir en cas de crise. Ensuite, assurer la réhabilitation des zones dégradées par l'activité minière. Créé en 2009, le fonds nickel vient remplacer 2 dispositifs antérieurs. Le fonds pour le soutien conjoncturel au secteur minier, FSCM, et les fonds communaux pour l'environnement, encadrés par celle que l'on appelle familièrement la Délib 104. Mais de quoi s'agit-il exactement? Les fonds communaux pour l'environnement concernaient toutes les opérations de réhabilitation des sites dégradés par l'activité minière. La délibération 104, adoptée en 1989, encadre l'attribution d'une partie de l'impôt payé par les sociétés minières et métallurgiques à des fonds communaux de l'environnement créés par les mairies. Les fonds étaient ainsi fléchés directement sur le territoire communal. Les recettes cumulées depuis 1990 s'élèvent à plus de 3 milliards de francs, injectés en 21 ans. Il resterait aujourd'hui 1,4 milliard répartis entre la douzaine de fonds communaux de l'environnement. La cohabitation des 2 dispositifs doit se poursuivre jusqu'à l'épuisement de ces fonds. La réhabilitation des zones dégradées par l'activité minière
dépendra ensuite entièrement du fonds nickel. Des questions se posent également sur le rôle qu'a joué ce barrage d'Enercal. Dans un communiqué, Enercal nie toute responsabilité. Selon la société, les sirènes d'alerte ont été déclenchées à 3h25 avant l'ouverture des évacuateurs de crue. Toujours selon le communiqué, la société dit, je cite, « Les modalités de sûreté hydraulique ont correctement fonctionné pour réguler l'évacuation de l'eau excédentaire dans la retenue, préserver l'intégrité du barrage et garantir une sécurité optimale aux populations environnantes. » Troisième point évoqué, les feux de forêt. Alors comment passe-t-on de feux de forêt à des glissements de terrain? Réponse avec Hubert Géraud de WWF. Les feux ont un énorme impact sur les forêts et donc sur l'érosion. Pourquoi? Parce que les forêts sont essentielles à la protection des sols et à l'infiltration de l'eau dans les sols. Si vous détruisez les forêts, l'eau qui va tomber du ciel ne va plus être guidée, ralentie et infiltrée dans les sols grâce aux branches, aux feuilles, aux troncs et aux racines des arbres, mais va tomber violemment sur le sol et va emporter la terre, ce qu'il en reste après les incendies, dans des coulées de boue, dans des ruissellements qui vont grossir, ça va très vite et ça descend de plus en plus vers le fond de la vallée. Un exemple intéressant, en 2004, il y a eu un cyclone très violent, le cyclone Jeanne, qui a traversé les Caraïbes et qui a traversé l'île, qui est composée de 2 pays, à l'est de la République dominicaine, à l'ouest de Haïti. Le résultat, c'est que en République dominicaine, vous avez eu 2 morts. À Haïti, il y a eu près de 2000 morts. La raison de la mort de ces gens, ça a été les coulées de boue. En République dominicaine, vous avez entre 35 à 40% de la couverture forestière en place. À Haïti, il y a entre 1 à 2% seulement de forêt qui reste. Tout est dit. Un dernier point a été évoqué ces derniers jours à Wawilou. Il s'agit du lancement des vigilances lancées par Météo France dans un courrier envoyé par un passionné de l'aéronautique. Météo France est pointé du doigt. Il dit, je cite, « Le dernier épisode pluvieux avec des précipitations fortes n'a pu être évalué sérieusement par vos services faute d'informations précieuses quant au type de nuages composant cette masse et surtout la prévision de son déplacement. » Et tout de suite, on écoute la réponse de Météo France. Les radars sont des éléments essentiels pour mieux suivre ces phénomènes pluvieux très intenses. Ça nous permet de compléter nos réseaux de pluviomètres, c'est vraiment très important. Ça permet effectivement en général de gagner quelques heures d'anticipation, parce que ce ne sont que des moyens d'observation. Pour le phénomène, pour les pluies exceptionnelles du 22 novembre, nous avions quand même les radars de Nouméa et de Lifou pour suivre le phénomène. Effectivement, ça nous a quand même pénalisé puisque la dégradation arrivait par le nord, les cellules orageuses arrivaient par le nord et donc on n'a pas pu les suivre aussi bien que ce qu'on aurait voulu n'ayant pas le radar de Tiebagi. Et tout autre sujet, séance publique mouvementée au Congrès aujourd'hui. Le projet de loi sur l'emploi local dans la fonction publique a provoqué de vifs échanges entre les élus. Vous le voyez en direct du Congrès, les débats sont encore en cours sur ce projet. L'amendement numéro 48, on me signale qu'il est également lié donc, au vote de l'article 2 de tout à l'heure, Madame Thioué. Est-ce que vous souhaitez le retirer? Oui, on va le retirer, étant entendu que c'est lié à l'article 2 voté précédemment. Merci. Tout à fait. Merci. Ils étaient environ une quarantaine ce matin à s'être retrouvés baie de la Moselle. Une marche organisée en l'honneur de Mathilde Molina. Je vous le rappelle, cette jeune femme de 24 ans a perdu la vie après avoir été fauchée par une voiture. Le chauffeur avait pris la fuite. 3 mois après, 2 suspects ont été interpellés. Ils ont avoué leur implication. Les organisateurs de cette marche demandent entre autres que ces 2 suspects restent en prison jusqu'à leur jugement et que cette affaire soit un exemple de sévérité. C'est un sujet qui se passe de commentaires de Lindsay Wamo. Messieurs, dames, bonjour.
Je tenais à vous remercier d'être là aujourd'hui. Boris et moi-même, on a souhaité faire cette marche surtout pour montrer le mécontentement des Calédoniens face à l'insécurité routière. Ça ne concerne pas uniquement l'affaire de Mathilde, c'est l'insécurité routière en général. Il y a trop d'accidents sur nos routes et d'inconscients sur nos routes. On va passer devant le commissariat. Devant le commissariat, on va aller sur la place des Bagnans et on va rendre un hommage au travail de la police qui a quand même été énorme sur ce coup-là. Ouais! Bonjour à tous, la police nationale, la direction de la sécurité publique est, comment dirais-je, touchée par votre geste et vous remercie pour votre attention. Voilà, ce fut pour nous une enquête difficile, longue, avec des investigations qui nous ont pris du temps, des effectifs sur le terrain, certains n'hésitant pas à faire des heures hors service, à prendre du temps sur leur congé pour faire des vérifications. Mais nous sommes heureux qu'elle ait pu avoir un aboutissement, on va dire, voilà, heureux. On est beaucoup moins nombreux qu'à la première marche. Mais on est entendu. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a là-dedans aussi. C'est les signatures. 3600 signatures. Merci à vous tous. Je suis venue à la marche parce que voilà, ça peut arriver à nos enfants, ça peut arriver à n'importe qui, ça n'arrive pas qu'aux autres et c'est très très grave, il faut que ce soit puni sévèrement. Il y a de plus en plus d'insécurité routière et en fin de compte, on a l'impression que la justice ne fait rien. Merci beaucoup. Nous demandons à ce que les accusés d'aujourd'hui effectuent la peine maximale. On ne peut pas estimer qu'il y ait de circonstances atténuantes, bien au contraire, ce n'est qu'une accumulation de circonstances aggravantes. Les personnes qui prennent leur voiture en état de conscience et qui génèrent un accident doivent être punies en conséquence. Je vous remercie tous d'avoir été là et on va y arriver. Oui. On fait bouger les choses ensemble. Merci à vous. Et on finit ce journal avec la suite de notre feuilleton sur le développement de la filière bois local. Il s'agit du projet Bois du Nord porté par la province Nord. 600 millions sera investis dans du matériel de qualité, dans la construction de structures adaptées, mais également dans la création d'emplois. Océane Zobler. Quand il pleut, des fois on rentre chez nous, mais des fois on travaille. Francis travaille à la scierie de Netchaut depuis presque 10 ans. Aujourd'hui, il coordonne les salariés, mais pas seulement. Moi, je m'occupe des clients, de la clientèle qui arrive. En même temps, je fais la vente. Mon père qui fait la vente du bois. Là. Avec les clients, il y a des particuliers, nous envoie à nous-mêmes aussi. Depuis son arrivée en 2008, ils sont toujours une vingtaine à y travailler. Avec le projet Bois du Nord, la scierie ainsi que d'autres structures vont se développer. Cela permettra la création d'une quinzaine d'emplois en plus d'ici 6 à 7 ans. On va avoir besoin de personnes qui vont s'occuper des scies au niveau de l'affûtage. Donc, ces emplois, ça va être aussi bien des emplois, je dirais, manuels, que des emplois de bureau. Ces emplois seront créés principalement hors des villes. Les objectifs, permettre aux jeunes des tribus de travailler dans d'autres secteurs que celui du nickel et faire en sorte de développer une économie durable pour le pays. Le bois, c'est une énergie renouvelable. Par rapport aux énergies fossiles, c'est quand même quelque chose de très important. Renouvelable, ça veut dire que aujourd'hui on coupe du bois, dans 30 ans, le pin, si on replante du pin des Caraïbes, dans 30 ans, on aura de nouveau du pin des Caraïbes. Le bois est le seul matériau de construction qui ait une énergie grise positive. Au total, 75% des emplois seront occupés par des salariés de tribus. Des formations spécifiques leur seront notamment proposées.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous le rappelle que les recherches sont toujours en cours du côté de Wawilou. Le bilan provisoire est de 5 personnes tuées, 3 disparus et 10 blessés. Et tout de suite, Chloé Yentao arrivera avec un J'ai testé pour nous. Tout de suite après, retrouvez votre magazine Entre Terre et Mer, préparé par Antoine Reiss et Ismaël Wakaseou. Et puis à 20h15, retrouvez votre magazine La Case de l'agriculture. On parlera des éleveurs du pays face aux aléas de la météo. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à lundi.